Wagwan Solution, donc je fais un challenge de 50 vidéos pour dominer mes peurs. Donc je vais regarder 50 vidéos de TEDx inspirants. Je vais faire ma réaction aux principes à appliquer pour vaincre mes peurs. Et donc si ça t'intéresse, donc en première partie de ce challenge, je vais faire une vingtaine de vidéos. Donc je vais aborder les peurs invisibles qui nous impactent au quotidien, comme la peur de vivre une vie qui n'a pas de sens, la peur de l'échec, la peur de se faire rejeter, la peur de perdre de l'argent. Ensuite, je vais faire une transition de 5 vidéos où je vais aborder l'opposition entre la peur qui nous fait fuir la vie, subir la vie, et l'amour qui nous donne du courage pour affronter la vie et juste vivre la vie en fait. Et je vais faire une deuxième partie dans ce challenge où je vais aborder une vingtaine de vidéos. Dans une vingtaine de vidéos, je vais aborder le courage à télécharger dans nos vies. Donc je vais partir des croyances pour aller vers les pensées, les émotions, les actions et les habitudes qui font en sorte que le courage s'installe dans notre vie au quotidien. Donc voilà, moi je fais ce challenge pour moi parce que personnellement je galère. Donc j'essaie de ne pas faire de perfectionnisme et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc j'espère au moins que le son sera bon. Donc on est à la troisième vidéo de ce challenge. Donc s'il y a de la peur dans ta tête et que tu veux voir comment je gère ça moi dans ma tête, let's go! Donc dans le TED d'aujourd'hui, on est avec le professeur Victor Stretcher. Je ne sais pas si c'est un professeur en tout cas, mais je pense qu'il est enseignant-chercheur. Donc il étudie le comportement humain et donc ce TEDx s'appelle Life on Purpose, How Living for What Matters Changes Everything. Donc vivre avec un but dans la vie, comment vivre selon ce qui est important pour nous change tout le reste. Alors, concernant Vic, la petite histoire c'est que il y a plutôt longtemps, parce que maintenant il a genre 60 ans, il y a plutôt longtemps, il a eu une fille avec sa fille, une fille avec sa femme. Elle est née en bonne santé. Par contre, à 6 mois, elle a eu la varicelle. Et du coup, d'habitude, c'est bénin la varicelle, mais là, ça a attaqué son cœur. Et elle était super malade. Et le seul moyen pour elle de continuer à être en vie, de survivre, c'était de faire une transplantation du cœur. Donc, ils se sont posés pour réfléchir et ils se sont dit, bon, ben, on accepte si et seulement si on décide consciemment de faire en sorte que en fait, la fille, elle ait une vie exceptionnelle, quoi, que chaque jour va être vécu pleinement. Donc finalement, ils ont dit OK, ils ont fait la transplantation du cœur, l'opération s'est bien passée et c'est ce qu'ils ont fait du coup. Pendant 19 ans où elle a vécu, bon, ben, ils ont traité chaque jour, chaque semaine, chaque année comme si c'était la dernière année. Et c'est un peu comme les philosophes stoïciens vivaient à l'époque, donc les bonnes Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, tout ça. Ils vivaient avec cette philosophie de vie de se dire que OK, aujourd'hui je peux mourir, donc je dois profiter d'aujourd'hui to the fullest. Donc finalement, la petite, elle est morte à l'âge de 19 ans et elle travaillait, enfin elle était étudiante dans l'école où le mec en question, Victor Stretcher, il est enseignant. Et bon, à partir de là, bon ben forcément, c'est pas une nouvelle très joyeuse, donc ça n'a pas forcément bien fonctionné dans son couple. Et pour pouvoir surmonter cette épreuve-là, ils ont décidé de faire ce qui était bon pour eux, chacun. Donc la femme, elle était artiste jardinière, elle faisait des jardins. Je sais pas comment on dit le mot, mais voilà, elle fait de l'art avec les jardins des gens. Donc elle a dit, vas-y, je me plonge dans ça, je fonce tête baissée. Et puis c'est comme ça qu'elle a surmonté l'événement. Par contre, Vic, lui, il a dit, bon, moi, je vais aller dans mon coin et je vais aller noyer mon chagrin dans l'alcool. Pas forcément la meilleure décision, mais bon, c'est comme ça qu'il s'est dit qu'il allait surmonter le truc. Et à son boulot, on lui a dit, mais mec, on comprend, voilà, t'as ton deuil à gérer et tout, prends le temps qu'il te faut, donc voilà, reviens quand tu veux. Donc il était là en train de se poser, il s'est dit, enfin, là où il était, vraiment, il se posait la question, est-ce qu'il continue de vivre ou est-ce qu'il s'arrête là, quoi? Et il se disait, si jamais je reviens à l'école, si jamais je continue, il faut vraiment que les choses soient vraiment différentes de l'état dans lequel je suis actuellement là, parce qu'il était vraiment mal. Du coup, il s'est dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi ça vaudrait la peine de continuer? Et là, il a pensé à sa femme, il a pensé à sa deuxième fille, il avait une autre fille, il a pensé à l'amour, la beauté, ce sont des choses qui sont importantes pour lui. Il est un peu philosophe, hein? Et il a pensé à ses parents, mais aussi à ses étudiants. Et donc voilà, il a fait la liste des choses qui étaient vraiment importantes pour lui, des gens qui sont vraiment importants pour lui. Et il s'est dit, vas-y, bon ben, pour ces gens-là, je vais continuer. Et donc il appelle l'école, il leur dit, bon ben c'est bon, je suis prêt, je rentre. Et il s'est dit qu'il va enseigner à ses élèves autant ou aussi fort, aussi passionnément que s'il enseignait à sa propre fille. Donc c'est comme ça qu'il a retrouvé un sens de but dans sa vie à lui. Donc on n'a pas forcément besoin d'événements aussi tragiques que ça pour trouver du but dans notre vie. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a introduit son TED. Et du coup,
il enchaîne du coup avec son travail en fait, parce que quand il étudie le comportement, il s'est mis à étudier, enfin je ne sais pas s'il s'est mis ou s'il avait déjà commencé, mais en tout cas le travail qu'il faisait à l'université, c'était d'étudier le rôle du fait d'avoir un but dans la vie sur le bien-être des gens, sur la santé mentale des gens. Donc il a fait plusieurs études. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui a fait les études ou s'il a assisté ou si c'est son université ou si c'est le monde entier qui a fait des études. Mais en tout cas, il s'est beaucoup intéressé à ces études-là. Notamment, une étude qui a été faite sur genre plus de 200 000 étudiants d'université sur plus de 10 ans sur 180 universités au moins. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont commencé l'étude au début de 2009 et ils ont fini vers genre 10 ans plus tard, 2019. Donc, ils ont remarqué que parmi cette population de plus de 200 000 étudiants, il y avait 8% des étudiants qui étaient en dépression majeure en 2009. Et le même chiffre en 2019, on est passé à 18%. Donc, on a plus que doublé le nombre d'étudiants qui étaient en dépression majeure. Ensuite, ils ont fait l'analyse sur les gens qui avaient des pensées suicidaires. Donc, est-ce que tu as pensé à t'ôter la vie durant les 12 derniers mois? Bon, ben, en 2009, il y en a 7% qui ont dit, ben, oui, j'avoue. Et en 2019, on est à presque le double, on est à 14%. Donc là, il nous montre un peu l'évolution du nombre d'étudiants déprimés, en tout cas dans les études. Et là, ensuite, troisième question, en tout cas, une question qui faisait partie de l'étude, c'était, il demande sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens? Donc 1, c'est j'ai pas de but dans la vie, je trouve que j'ai pas de but dans la vie. Et 10, allez, disons 20. 20, c'est moi je suis super, j'ai un super but dans la vie, donc moi je suis motivé, je vais y aller à fond. Donc ils ont classé, donc ils ont fait 3 catégories. Donc ils ont dit entre 1 sur 20 et 13 sur 20, bon ben on est dans la catégorie rouge. Entre 13 sur 20 et 18 sur 20, on est dans la catégorie jaune. Et dans la catégorie, entre les notes 18 sur 20 jusqu'à 20 sur 20, on est dans la catégorie vert. Je crois que je n'étais pas obligé de préciser tout ça. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré avec leur étude, c'est que chez les rouges, donc ceux qui ont dit que, voilà, moi dans ma vie, je trouve que j'ai pas trop de but dans ma vie. Et encore, on est à plus de la moyenne à 13 sur 20. Donc entre 1 et 13 sur 20, donc dans la catégorie des rouges, on trouve 3 fois plus de dépression chez les gens qui se trouvent dans la catégorie des gens qui, voilà, je trouve que j'ai pas vraiment de but dans la vie. Et on trouve 7 fois plus de pensées suicidaires chez les gens qui sont dans cette catégorie-là, comparé à ceux qui sont entre 13 et 20 sur 20. Donc tout ça, c'était pour montrer quoi? Le lien entre le fait d'avoir la sensation d'avoir un but dans la vie et faire le lien avec le taux de pensée suicidaire et le taux de dépression chez les gens. Donc a priori, plus on a un but dans la vie, moins on est sujet à la dépression et aux pensées suicidaires. Donc c'est déjà pas mal d'avoir un but dans la vie. Alors ils ont fait une autre étude où ils ont pris 3 groupes d'étudiants. Donc dans le premier groupe, c'était le groupe contrôle, ils n'avaient rien de spécial, c'était un groupe d'étudiants, voilà. Le deuxième groupe, ils avaient un sac à dos de 10 kg dans leur dos. Voilà. Et le troisième groupe, ils avaient un sac à dos de 10 kg dans leur dos. Et on leur a dit que dans leur dos, il y a plein de matériel scientifique très, 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 très important. Voilà. Donc en gros, il y a un groupe qui n'a rien dans leur dos, un deuxième groupe qui a un sac de 10 kg et un troisième groupe qui a un sac de 10 kg plus un but au fait qu'ils aient 10 kg sur leur dos. Et on les fait grimper une pente d'environ 15%. Donc 15%, c'est genre pour 100 mètres qu'on parcourt à l'horizontale, là, on a parcouru 15 mètres en hauteur. Bon, ça ne dit pas grand-chose, mais en gros, dans le but de la route, dans le code de la route, il y a les petits panneaux attention là. À partir de 10%, ils mettent déjà le panneau attention. Donc 15%, c'est pas une grosse cote, mais c'est quand même une petite cote intéressante quand même. Et du coup, ils font les gars monter sur ça avec leur sac à dos dans leur dos. Donc ils demandent au premier groupe, à ton avis, c'est quoi le pourcentage de la pente? Donc le premier groupe qui avait rien dans leur dos, ils ont dit en moyenne, c'était chaud, 30%. Donc les gars ont doublé. Les gars ont doublé le pourcentage estimé de la pente. Ils demandent au deuxième groupe, donc le deuxième groupe, ceux qui avaient le sac à dos dans leur dos, ils ont dit ah ouais c'était chaud, 40% la cote, hein. Ah ouais, ok. Et ils demandent au troisième groupe, le troisième groupe donc qui avait le sac de 10 kg mais qui avait un but pour lequel ils portaient ces 10 kilos là parce que c'est du matériel scientifique, c'est important, c'est pour aider la communauté scientifique, mais aussi pour aider la population mondiale avec les découvertes de ces sciences là. Donc les mecs ont dit 30%.
30%. Donc ça veut dire autant que les mecs qui n'avaient pas de sac à dos dans leur dos et moins que les gars qui avaient un sac à dos dans leur dos de 10 kilos mais qui n'avaient pas de sens. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont un fucking sac à dos dans leur dos, quoi. Donc tout ça, c'était pour montrer aussi que avec le sens de but dans la vie, les épreuves de la vie paraissent moins dures que quand on n'a pas de purpose, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme étude? Ils ont fait une étude, donc ils ont pris un groupe de personnes, ils les ont mis dans un IRM, donc un appareil d'imagerie à résonance magnétique, et pour voir un peu comment le cerveau réagit en fonction des stimuli qu'il donne aux gens. Donc, ils leur montraient des images, et en fonction des images, ils observaient les réactions des cerveaux des gens. Et donc, ils se sont servis du modèle du cerveau en 3 parties. Donc, la partie là, cerveau reptilien qui contrôle la peur, fight or flight, tout ça. Et la partie du milieu, ils ne se sont pas intéressés. Et la partie de devant, précortex, préfrontal cortex, la partie qui sert à la réflexion à long terme, à la planification, à ce genre de choses. Donc, ils ont étudié en fait comment réagissaient ces 2 parties du cerveau-là par rapport aux images qui étaient présentées. Donc, ils leur montrent des images de chiens enragés, des trucs flippants, des trekkies avec des couteaux, des trucs comme ça, pour déclencher l'amygdale là derrière. Effectivement, ils ont remarqué que, de toute façon, ça c'est pas nouveau, hein. On sait que l'amygdale, ça gère la peur et que du coup, quand ils montrent des images qui font flipper, l'amygdale avait une forte réaction et que même après avoir retiré les images devant les yeux des gens, l'amygdale qui contrôle la peur était toujours en activité. Donc, tu continues d'avoir peur un bon moment après avoir été soumis au stimuli qui fait peur. Et ils ont aussi fait des études, donc ils ont fait les gens réfléchir par rapport à leur purpose dans la vie. Donc voilà, c'est quoi ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme carrière? C'est qui les gens qui sont importants pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour eux? Comment tu aimerais améliorer ta vie? Comment tu aimerais améliorer la vie des gens qui sont importants pour toi? Nanani, nanana. Et là, avec l'IRM, ils ont remarqué qu'en fait, c'était le préfrontal cortex qui s'activait. Bon, rien d'étonnant à ça. Alors, pourquoi on raconte tout ça? Ce qu'ils ont remarqué et qui du coup est important, enfin est intéressant, c'est que au moment où ils montrent les images de peur, ok, l'amygdale s'active, mais le le cerveau du devant là, il s'éteint en fait. Dès qu'on est dans la peur, on n'a pas le temps de réfléchir. On réfléchit plus. On est en mode soit je cours, soit je me bats, soit je fais le mort comme ça pour que la bête ne m'attaque pas. Mais en tout cas, on n'est plus en mode réflexion du tout. Et du coup, il fait la blague comme quoi, les politiciens, les médias, ils connaissent bien ce principe-là qui font que voilà, quand tu as besoin de contrôler quelqu'un avec la peur, tu lui fais peur et ensuite il réfléchit plus et puis tu lui dis vote pour moi. Tu dis oui monsieur, je vote. Donc ça c'est la blague, mais en gros, il voulait montrer que quand on reste dans la peur, en fait, on perd notre habilité à réfléchir et au contraire, plus on s'entraîne à réfléchir à notre but dans la vie, à ce qu'on veut faire vraiment, à qui est-ce qu'on veut aider, qui est-ce qu'on veut être pour ces personnes-là, comment on va se développer pour devenir de meilleures personnes pour ces personnes-là qui sont importantes pour nous, plus on passe du temps ici, plus ça renforce en fait cette partie du cerveau et plus ça diminue beaucoup de choses qui nous font mourir. En gros, ça augmente beaucoup de choses qui nous permettent de vivre plus longtemps. Genre, ils disent que ils ont fait un test donc sur une dizaine d'années et ils ont regardé, donc ils ont entraîné les gens à travailler cette partie-là, la partie de devant de leur cerveau là. Et au bout de 10 ans, ils ont vu qu'il y avait moins d'inflammation dans le corps. Donc toutes les hits là, les gingivites, les sensivites, les estomagivites, les visagivites, tout ça là, ça baissait. Plus on travaillait la partie devant du cerveau là. Il y avait moins de dépression chez les gens 10 ans plus tard. Il y avait moins de risque de crise cardiaque. Il y avait moins de burn-out au travail. Plus on réfléchit à notre purpose au travail, plus on réfléchit à notre but au travail, plus ça décroît le risque de burn-out au travail. Et ça a baissé de au moins genre 2 fois les chances de développer Alzheimer. Donc, ils ont fait plein d'études pour pouvoir mesurer ce truc-là. Et à chaque fois, c'était centré sur comment le purpose, comment avoir un sens de but dans la vie a un impact sur le corps en fait, sur la santé corporelle, la santé physique. Donc, ils ont vu que les gens qui ont un purpose dans la vie, ils ont une production d'anticorps plus élevée, ils ont une réparation de l'ADN plus élevée, ils ont une longévité globale plus élevée, ils ont un sommeil qui est de meilleure qualité, ils ont une meilleure gestion des maladies et ils ont même réduit ça à genre les gens ils font plus d'argent et font du sexe de meilleure qualité. Qui ne veut pas avoir un but dans la vie?
Donc ça, c'était le but de leurs études, de ses études à lui. C'est ça qu'il a étudié et il s'est dit, putain, mais comment on fait pour développer une pilule du but dans la vie, quoi, pour pouvoir distribuer la pilule à toute la population. Et du coup, il disait que voilà, pour pouvoir développer cette partie-là, il n'y avait pas forcément besoin d'aller méditer dans une cave toute la journée pendant 5 semaines pour pouvoir devenir un gourou. Il n'y avait pas non plus besoin d'aller à Katmandou chercher un gourou pour pouvoir méditer dans son ashram. Mais en tout cas, les solutions que lui, il développe avec son équipe, c'est des applications mobiles, des logiciels et puis de l'intelligence artificielle pour justement nous aider à développer cette partie-là. Donc, j'ai essayé de télécharger une appli à eux qui s'appelle Purposeful. J'ai pas réussi à la télécharger, j'ai pas compris. Je suis allé sur le site internet et je me suis rendu compte qu'en fait, a priori, c'est pas ouvert au grand public. Ces gens, en tout cas, la version que j'ai vue là hein, sur leur site kumanu.fr, je vais mettre le lien dans la bio. Leur appli s'adresse plutôt à des employeurs pour qu'ils puissent faire le lien entre l'état mental des gens qui travaillent dans la boîte, donc leur état émotionnel, donc leur sens de purpose dans la vie et l'impact que ça a sur leur productivité au travail. Donc, a priori, c'est à ça qu'est destinée l'application. Donc, j'ai pas pu la tester jusque-là. Je vais encore chercher. Mais c'est sur ça que du coup, ils travaillent. En tout cas, c'est ça les applications concrètes sur lesquelles ils travaillent par rapport aux résultats de ces recherches-là. Mais en gros, le but, c'est de pouvoir développer chez un maximum de personnes un sens de but dans la vie. En tout cas, aider un maximum de personnes à trouver qu'est-ce qui fait sens pour eux dans la vie. Donc moi, ça m'intéresse parce que je fais justement ces vidéos-là pour trouver, en tout cas pour avancer dans ma réflexion de qu'est-ce qui est important pour moi comme but dans la vie. Voilà, donc lui, dans ce TEDx-là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément des leçons concrètes à tirer, des principes à appliquer pour notre vie. C'était plutôt de la connaissance, de la réflexion et pas forcément de l'action. Mais ce que j'en tire personnellement, c'est que quoi? C'est que ouais, en gros, moi je fais le challenge pour pouvoir m'aider à dominer mes peurs et que parce que j'en ai marre en fait d'être tout le temps dans la peur, de pas faire des trucs parce que j'ai peur, de pas lancer des projets parce que j'ai peur. J'ai des tas de trucs que j'aimerais faire, mais je les fais pas parce que j'ai peur de la critique, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de gaspiller plein de ressources pendant que j'essaye et de me rendre compte que j'ai échoué et que du coup j'ai gaspillé plein de ressources, j'ai échoué et que les gens vont se moquer de moi, ils vont me critiquer, ils vont me dire ah mais qu'est-ce que t'as fait mec, c'est nul et là. Du coup, tant qu'on vit dans la peur, ben forcément, on va pas forcément avancer parce que la peur, c'est bloquant. En fait, il y a plusieurs réactions. Ça peut servir à combattre, ça peut servir à être bloqué, ça peut servir à fuir. Et a priori, bon ben, quand on fuit les activités qui font sens pour nous, on va pas mener une vie qui nous satisfait. En tout cas, moi, je suis pas en train de mener une vie qui me satisfait pleinement parce que ce que je veux faire m'effraie tellement que je le fais pas et que du coup, voilà. Mais a priori, selon lui et selon ses études, plus on passe du temps à se poser la question, ok, c'est quoi mon purpose dans la vie, c'est quoi mon but dans la vie, pour qui je le fais, etc., etc., comme on l'a déjà vu dans les anciennes vidéos, plus on passe du temps à faire ça, plus on muscle en fait cette partie-là et plus, premièrement, la conséquence directe, c'est qu'on avance sur notre réflexion. Je vais avancer sur ma réflexion de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et deuxièmement, je vais être moins stressé, moins apeuré, je vais avoir moins de maladies, etc. sur le long terme. Parce que tant que je reste concentré sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, ben, tout me paraîtra plus clair, plus simple, moins complexe, moins effrayant finalement. Et plus ce sera facile pour moi d'y aller. Donc voilà. Donc un truc que je fais jusque là, c'est que le matin, j'ai 2 carnets. J'ai un carnet qui concerne la partie plutôt artistique. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec mon art? Donc j'écris et j'essaie de rester concentré là-dessus. Donc qu'est-ce que je désire par rapport à mon art? Quelles sont les émotions que je ressens par rapport à mon art? Ce genre de choses. Quel plan d'action il va falloir mettre en place pour que ce que je raconte se réalise par rapport à mon art? Et j'ai un autre cahier où c'est par rapport à mon activité professionnel. Donc, je suis un peu un intrapreneur dans ma fonction professionnelle en ce moment. Et du coup, j'écris, bon ben voilà, qu'est-ce que je veux développer en termes d'entrepreneuriat dans l'entreprise? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Dans quel état je vais être une fois que ça se sera accompli? Ok, quel plan d'action je veux mettre en place? Nanana. Donc, je reste concentré sur la partie ici de mon cerveau pour savoir qu'est-ce que je veux, comment je vais me sentir et tout, plutôt que sur cette partie-là où on est dans la peur et
bon, on planifie pas hein, d'être dans la peur, mais souvent c'est des réactions, c'est plutôt des réactions qu'on a par rapport à des choses effrayantes, des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que ça nous fait flipper, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je fais le matin avec mes 2 carnets. Je fais ça. J'essaie de faire de la musique qui est entraînante, qui est motivante, qui traite mes peurs en fait. Finalement, mon premier album, Voyage intérieur, c'était ça un peu le but. Dès que je sentais que je me sentais un peu bizarre, j'ai des émotions un peu désagréables dans mon corps, bon ben je me dis vas-y, prends ton carnet, on écrit. Je commençais à écrire, donc j'écrivais ce que je ressentais, pourquoi je ressentais, je me posais les questions hein, pendant que j'écris, pourquoi je ressens ça et tout. Ah ok, bon ben j'écris. Qu'est-ce qui me fait ressentir ça? Ah ok. Et sinon, qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux changer par rapport à ça? J'écrivais. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'identifier pas mal de peurs que j'avais. Donc, les peurs, je les range aujourd'hui selon 4 grandes catégories. Les peurs par rapport à soi-même, donc c'est les peurs de l'échec, la peur d'être nul, la peur de ce genre de choses. Il y a la peur par rapport aux autres personnes, catégorie 2. Donc, c'est la peur du rejet, d'être rejeté du groupe, d'être critiqué, ce genre de choses, d'être exclu en fait, de ne plus appartenir au groupe, de ne plus être aimé par le groupe. Il y a la peur par rapport aux ressources, donc perdre du temps, perdre de l'argent, ce genre de choses, ne pas avoir de ressources pour pouvoir bouffer, se loger, s'habiller, se nourrir, etc. Et une autre catégorie de peur, et c'est celle-ci que je suis en train de traiter avec les 5 premiers TEDx de ce challenge, c'est la peur de mener une vie qui n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que là, on est en train de regarder Victor Stretcher avec son TEDx Life on Purpose. Donc là, je vais aller regarder un peu les commentaires. Ah oui, alors par contre, les commentaires, il n'y en avait pas beaucoup sur ce TEDx. Il y a, alors je sais pas, il y a combien de vues? Ah, il n'y a pas beaucoup de vues en fait hein, sur ce TEDx, hein, 12 500. Donc je ne sais plus à combien de vues on était sur les autres. Mais pour celui-là, qui est pourtant plus scientifique, là, il y a moins de vues. Bah après, c'est souvent ça. Ce qui est plus scientifique, c'est un peu moins divertissant. Voilà, c'est un peu moins divertissant. C'était plus instructif, je trouve, que la vidéo d'hier, l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2, je crois que je l'ai pas loin. Non, je l'ai pas. Bon, je vais le retrouver. Du coup, j'ai pas trouvé beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là. Alors, je vais aller voir vite fait le nombre de vues hop, de la vidéo numéro 2 du challenge et le nombre de vues de la vidéo numéro 1 du challenge. Hop. Juste pour comparer, alors c'est pas très important, hein, mais je vais assouvir ma soif de David. Oh! Mais il n'y a pas beaucoup en fait. Hein. How to figure out what you really want. Donc ça c'est la meuf de hier. Ouais, de l'épisode 2. Ah si, pardon. J'ai cru que c'était 6000, mais en fait non, c'est 6 millions. Donc gros storytelling, donc c'était très captivant. Donc là, les gens sont restés 6 millions de vues, 6 300 000 vues. Et celui d'avant hier, donc l'épisode numéro 1, How to know your life purpose in 5 minutes avec Adam Leipzig, 1 million, non pardon, 17 millions de vues. Wouh! Donc le premier a fait 17 millions de vues. Donc lui, c'est un mec qui est allé à Yale. Donc voilà, il n'est pas spécialement scientifique, mais bon, il a fait une grosse école et tout. La deuxième vidéo, c'était une meuf qui a travaillé à Washington dans le contre-terrorisme avant d'entamer sa carrière de career coach. Donc aujourd'hui, elle aide des gens à trouver leur voie professionnelle. 6 millions de vues. Et la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est ni 1 million de vues, ni en centaines de milliers de vues. C'est en 12 000 vues. Bon, c'est pas grave, hein. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai qu'il y avait aussi pas beaucoup de storytelling et pas non plus de principes concrets à appliquer. Donc c'est vrai qu'on reste un peu sur sa faim avec ce TEDx là, même si c'est porteur d'espoir. Donc voilà. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc j'allais un peu fouiller dans les commentaires. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas grave. Alors je ne sais pas à combien de minutes on est dans cette vidéo. Donc la première vidéo, elle faisait à peu près 25 minutes. La deuxième, je me suis lâché, j'ai fait 40 minutes. Et là, on est à 25 minutes. Donc je vais continuer un petit moment encore. Alors, le but de ce challenge, c'est voilà, d'en savoir plus à propos des peurs qui nous impactent au quotidien. Et de trouver du courage pour pouvoir affronter ces peurs-là et faire ce qu'on a vraiment envie de faire.
Donc ouais, un truc que j'essaie de faire aussi, c'est de me rendre compte quand je suis en train d'avoir peur. Je me dis, putain, je suis en train d'avoir peur. Donc là, j'ai des pensées de merde. Donc je vais avoir comment dire, des émotions de merde. Je vais faire des actions de merde qui vont être commandées. Comment dire, mes actions vont être commandées par ces émotions-là qui sont générées par ces pensées-là. Et je vais du coup, comme j'ai des actions de mauvaise qualité, pour parler correctement, je m'habitue à avoir des habitudes de moins bonne qualité que si j'étais genre dans l'amour, dans une émotion de courage. Si j'étais en train de penser à, ok, j'aime pas la situation actuelle, c'est vrai que j'ai peur, c'est vrai qu'elle est douloureuse, c'est vrai que ça me fait chier. Cependant, je fais l'effort enfin pas l'effort, mais je choisis d'orienter mes pensées vers ce que je préférerais avoir comme situation. Donc, qu'est-ce que je préférerais en train de faire? Comment est-ce que j'aurais aimé gérer cette situation de manière plus positive? Quels résultats positifs j'aimerais pouvoir tirer de cette situation? Comment j'aimerais changer les choses pour que ça se passe mieux pour moi, pour les autres, pour tout le monde? Quelles émotions je ressens par rapport à ça? Est-ce que je me sens fier d'avoir avancé sur cette situation-là? Tout ça, tout ça. Et quelles actions j'ai mis en place du coup pour pouvoir... en tout cas, quelles actions il faudrait mettre en place pour avoir ce changement effectif dans ma vie? Et du coup, quelles habitudes, quelle série d'actions à répétition pourraient me donner des résultats à répétition pour pouvoir améliorer cette situation dans ma vie? Donc, plus on fait cette réflexion-là, et moins on est concentré sur la peur, moins on est prisonnier dans la peur, à se demander, à se dire putain, mais j'en ai marre, ça me fait chier, là, là, là. Ça, c'est un step de pouvoir au moins reconnaître ce qui nous embête dans les situations. Un deuxième step, du coup, c'est de se dire, ok, ça me fait chier, mais bon, j'ai envie de changer les choses. Et c'est pas en restant énervé. En fait, quand je vais rester énervé, je vais penser à des solutions qui sont des réactions d'énervement, en fait, de colère, ce genre de choses. C'est utile dans certains cas, mais c'est pas forcément la meilleure qualité de solution qu'on peut trouver. Donc, ok, ça me fait chier, j'ai envie de changer les choses parce que ça me fait chier. Du coup, bon, imaginons une situation où ça se passe bien. Ça ressemble à quoi? Par exemple, pour moi, une vie professionnelle où je suis au top de ma forme, c'est la moitié du mois, genre pendant 2 semaines, je suis à fond sur de la création de contenu qui permet de aider les gens à changer, donc moi y compris, sur les plans de la carrière et du couple. Donc développer de meilleures habitudes de couple, développer de meilleures habitudes de carrière, faire de meilleurs choix qui vont entraîner de meilleures conséquences. J'ai vraiment envie de faire du contenu qui va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les vidéos que je suis en train de faire sont un peu dans cette initiative-là. Donc la moitié du mois à produire du contenu qui target cette deux thématiques-là. Et puis l'autre moitié du mois, concentré sur la mise en place d'actions concrètes pour avancer sur ces problématiques-là. Et plus précisément, ce que j'aimerais vraiment développer comme solution entrepreneuriale, ça concernerait des solutions aux problématiques sociales, environnementales et économiques. Donc par exemple, sur mon territoire qui est la Guadeloupe, comme tous les territoires, hein, il y a des situations problématiques. Il y en a plus que dans des pays très développés, mais il y en a moins que dans des pays qui sont moins développés. Alors là, je ne sais pas si la vidéo vient de me lâcher. Sur la première vidéo, la vidéo m'a lâché en milieu de route. Mais j'espère que ça tourne toujours. Bon, bref, ce que j'aimerais vraiment développer comme solution concrète de manière entrepreneuriale, ce sont sur les sujets de problématiques économiques, environnementales et sociales. Donc, en gros, développement durable. Ça, ce serait vraiment mon kiff de pouvoir me concentrer la moitié du mois, la moitié de l'année, la moitié du trimestre sur de la production de contenu. Donc qui oriente plutôt des termes des sujets un peu généralistes comme la carrière et le couple. Et de l'autre côté, travailler la moitié du temps sur des problématiques concrètes apportées par des entreprises sur les thématiques de l'environnement, le social et l'économique. Donc je disais en Guadeloupe, j'aimerais bien par exemple participer à créer plus d'emplois en Guadeloupe. J'aimerais bien participer à résoudre certaines situations sociales en Guadeloupe. Par exemple, l'estime de soi des afrodescendants, par exemple, ou les inégalités que subissent les femmes. Et pas pour les inégalités, mais spécifiquement parce que je pense que pour que la société se passe mieux, pour que la société vive mieux, il y a certaines choses qu'il faudrait qu'on ajuste. Donc, plus d'argent ici, moins d'argent là, plus de pouvoir pour tel genre de personnes et moins de pouvoir pour tel genre de personnes. En tout cas, rechercher un certain équilibre parce que le déséquilibre
sur certains sujets fait qu'on souffre. Par exemple, la nature aussi, elle est en gros déséquilibre de pouvoir par rapport à nous. Du coup, nous, on a une facilité à fuck up la nature. Et ça fait que ce qu'on bouffe, en fait, c'est la nature. Du coup, si on fuck up ce qu'on bouffe, on se fuck up nous-mêmes, et ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'on ait un meilleur équilibre. Et bon, voilà, j'aimerais bien participer à développer des solutions sur ces thématiques-là, sur le territoire de la Guadeloupe, pour pouvoir ensuite devenir un leader de la gestion de ces thématiques-là et exporter au monde entier ces thématiques-là. Enfin, les solutions qu'on aurait trouvées sur ces thématiques-là. Et pour ça, je ne dois pas être dans la peur de « Oui, mais mec, tu es qui pour faire ça? Mais de quoi tu parles? Tu crois vraiment que nanana? Et en plus, quand tu vas te présenter aux gens, que tu vas dire « Oui, j'ai tel projet, nanana », mais les gens vont se foutre de ta gueule, ils vont te dire « Mais pour qui tu te prends? Nanana ». Tu vas te faire rejeter par les gens. Pourquoi tu as envie de prendre tout ça dans la merde en fait? En plus, tu n'es même pas sûr de réussir. Ça se trouve, tu vas juste rater. Donc voilà, plus je reste dans ces peurs-là et moins je vais prendre des actions par rapport à ces projets-là. Et plus je vais être malheureux, plus j'aurai besoin de consommer je ne sais quoi pour pouvoir compenser mes états émotionnels. Mais plus je vais passer du temps à me poser la question, qu'est-ce que je veux, comment je mets ça en place, comment ça me ferait du bien d'atteindre ces objectifs-là, et plus ça me fera du bien. Donc, moi, je t'ai expliqué un peu comment je le fais jusque-là. J'ai encore à travailler. Hein. Là, je le fais avec mes carnets du matin. Il y en a qui font de la méditation. Mais on peut juste prendre l'habitude de réfléchir. Donc, si toi aussi, tu as trouvé une méthode qui t'aide dans cette direction-là, je t'encourage à la continuer. En tout cas, tout ce qui est bon pour pouvoir réduire tes peurs et réduire tes blocages, pour pouvoir avancer vers réfléchir sur ton purpose in a life et trouver des solutions pour pouvoir être en train de vivre ton purpose, c'est bon à prendre, quoi. Donc, je sais qu'une des problématiques, par exemple, c'est la peur de manquer de ressources. Je me dis, ouais, mais mec, si tu fais de la production de contenu, en fait, tu es un peu un artiste, mais tu vas prendre l'argent où? Tu vas vivre comment? Comment tu vas payer tes factures, ta nourriture, ton loyer, ta voiture, etc. Comment tu vas faire? Et du coup, ça me bloque. Et des fois, je reste juste dans ce mindset-là. Et puis, je vais voir mon compte. Je me rends compte que j'ai pas autant d'argent que j'aurais aimé avoir. Et du coup, ça empire. Et du coup, je vais commencer à avoir mes dépenses. Je vais aller regarder mes dépenses. Je vais me dire, mais putain, mais pourquoi j'ai payé ça? Pourquoi j'ai payé ça? Et là, je suis en train de renforcer en fait la peur de manquer de ressources parce que je suis concentré sur toutes les ressources que je suis pas en train d'avoir. Alors qu'il faudrait que je me pose et que je me dise, ok, si j'avais plein de ressources, qu'est-ce que je ferais avec? Déjà, ce serait quoi plein? C'est quoi plein de ressources pour moi? Et ensuite, qu'est-ce que je ferais avec ces ressources-là? Donc, par exemple, pour moi, plein de ressources, c'est 4 000 euros net par mois. Ça veut dire l'entreprise génère, je sais pas, genre 15 000 euros. Disons qu'il y a 75% de charges et que du coup, je me dégage un salaire de 4 000 euros net. Un salaire net de 4 000 euros et qu'après les impôts, il reste quand même 4 000 euros. Genre. Donc, pour ça, il faut faire genre 15 000 euros de revenus mensuels avec toutes les taxes et les charges qui représentent 75%. On s'en fout, mais bon, ça, c'est ce que représente pour moi avoir suffisamment de ressources. Et j'avoue que ma réflexion par rapport à qu'est-ce que je ferais exactement avec ces ressources-là n'est pas extrêmement claire. Ça pourrait être plus clair pour m'entraîner à développer cette partie-là de mon cerveau. Mais je sais que je mettrais de l'argent dans la production de contenu, je mettrais de l'argent à investir dans les projets sociétals, environnementaux et économiques, je mettrais de l'argent pour mes enfants, je mettrais de l'argent pour m'occuper de mes parents, etc., etc. Je mettrais de l'argent dans le loyer, dans la voiture, parce qu'actuellement, je ne suis pas propriétaire de là où j'habite et je ne paye même pas le loyer de là où j'habite. En fait, on habite chez nos parents. En termes de véhicules, c'est pareil, on utilise les véhicules de nos parents, donc j'aimerais bien avoir en fait cet argent-là pour pouvoir payer mes factures. Mais j'ai des peurs de dingue en fait par rapport à ne pas être capable de faire cet argent-là. Et j'ai des peurs de dingue à la peur d'échouer. De mettre en place des choses et de ne pas réussir à faire ça. Et en plus d'investir du temps et de l'argent pour arriver à cette situation qui serait meilleure. Et de perdre cet investissement en temps et en argent, du coup, et de me retrouver une situation qui est moins bien que celle d'aujourd'hui. Donc voilà, là, je suis encore en train de me concentrer sur la peur. Donc la peur entraîne la peur. Donc il faut vraiment être concentré sur le courage et que je puisse me dire, voilà, moi, je veux 4 000 euros net par mois. Avec ces 4 000 euros net par mois, je pourrais faire tout un tas de trucs. Je pourrais être serein pour avoir mes enfants. Je pourrais être serein pour payer mon loyer et ma voiture. Je pourrais être serein pour aider ma maman et mon papa, ma belle-mère et mon beau-papa. Je pourrais être serein pour aider mes tatis, mes tontons, mes cousins et mes cousines. Je pourrais
pourrais être serein pour développer des projets musicaux. Je pourrais être serein pour développer des projets entrepreneuriaux. Et je serais beaucoup plus heureux de la vie. Je serais moins en train de... Attention, je serais moins en train de trucs négatifs. Donc, on ne va pas aller dans cette direction-là. Je serais plus en train de penser à comment je peux provide, comment je peux apporter mon aide, comment je peux être utile, comment je peux aider les gens autour de moi, comment je peux m'aider moi-même, comment je peux faire sortir l'aide que je m'apporte à moi-même à l'extérieur de moi. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut que je me concentre. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec ces vidéos-là. Donc là, c'était une vidéo sur les 5 vidéos dont le sujet est le but dans la vie, comment développer le but dans la vie, comment sortir de la peur de vivre une vie qui ne mène à rien et comment développer le courage de vivre une vie qui a du sens. Donc, il me reste encore 2 vidéos sur le sujet. Ensuite, je vais enchaîner avec les différentes peurs, genre peur du rejet, peur de l'échec et peur de gaspiller des ressources. Et ce sera déjà un bon début. Et puis ensuite, on va finir avec la fin du challenge sur comment développer des croyances qui sont aidantes pour développer du courage. Comment développer, en tout cas, quelles sont les croyances qui permettent de développer du courage, les pensées qui sont associées au courage, les émotions qui sont associées au courage, les actions courageuses et du coup les habitudes courageuses à mettre en place dans ma vie, dans nos vies, dans ta vie, aujourd'hui, au quotidien pour qu'on soit plus satisfait de la vie qu'on mène, qu'on soit plus déterminé, qu'on soit plus vaillant et qu'on aille chercher nos objectifs. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.